sujet extrêmement important pour moi qui suis la directrice des assurés. On voit à quel point c'est un enjeu, ça a été expliqué à plusieurs reprises dans la première et la deuxième table ronde, que d'avoir un regard efficace, je dirais, sur la santé des professionnels de santé. Le contexte Covid a aggravé les choses, mais ça préexistait. Le soutien de l'assurance maladie, il est presque depuis le début. Dès 2016, l'assurance maladie a soutenu cette association qui est une référence incontournable pour la qualité de la vie au travail et la santé des professionnels. Je crois qu'il y a un lien qui a été déjà démontré beaucoup dans la littérature et redémontré ici entre la qualité de vie au travail, la qualité des soins pour les patients et le risque professionnel pour les professionnels. Donc ça, à ce titre-là, ça intéresse évidemment beaucoup l'assurance maladie. La réponse qu'SPS propose, c'est une réponse qui est articulée avec les autres dispositifs qui sont en place. Je pense en particulier à Mon Soutien Psy qui est en train de s'installer dans l'écosystème, qui répond à une demande pour toute la population, mais aussi pour les soignants, les étudiants en particulier. Je voudrais évoquer le fait, en fait, que c'est un sujet qui concerne vraiment le système de soins dans son ensemble, peut-être même le système de santé, la médecine hospitalière, la médecine de ville. Ça devient un levier priorisé. Il était prioritaire, il est peut-être plus priorisé aujourd'hui. On le voit à partir de certains dispositifs. Il est présent dans la certification des établissements de santé, il est présent dans la certification périodique des professionnels de santé, dans l'exercice coordonné, le développement des MSP, des CPTS, c'est émergent, je suis d'accord. J'ai un chiffre que j'ai demandé pour venir ici et qui est explicite sur près de 2000 organisations d'exercice coordonné. On a 10 CPTS qui ont intégré un sujet qualité de vie au travail, santé des professionnels au sein de leur axe prévention. J'ai bien entendu ce que vous en avez dit, monsieur, et j'espère bien, d'où je suis, que ça pourra être renforcé, puisqu'on identifie bien que c'est un vrai besoin. Alors, comment l'assurance maladie peut faire plus ou mieux que ce qu'elle fait aujourd'hui? D'abord, je crois qu'on a un vrai sujet qui a été porté ici, qui est la résonance entre les initiatives concrètes, les petits pas qui sont faits sur le terrain. Et je connais bien le dispositif Humanitude. Je découvre le dispositif de la PHP. On voit bien que ces dispositifs existent, qu'il y a des initiatives, donc il faut les faire parler au niveau national et donc faire résonner ces initiatives concrètes avec des prises de position politiques qui seront portées évidemment par les opérateurs. Moi, je représente un opérateur de l'État, donc on sera aidé à définir ces politiques de santé publique si la société se mobilise autour de ce sujet. Et puis pour dire avec quoi je repars à la fin de cette table ronde, parce que je pense que c'est important de savoir quelles idées on a gagnées en venant à Reims aujourd'hui, et je vous remercie encore de nous avoir invités. D'abord, je voudrais dire un mot sur la santé globale. La santé globale, c'est effectivement, on l'a vu, la santé physique, la santé psychique, la santé environnementale, sociale. Donc l'assurance maladie, elle a un rôle opérationnel sur la décarbonation des activités de soins, notamment libérales, à l'hôpital aussi, mais on est plus loin de la gestion hospitalière. Et on a aussi notre part sur la limitation des expositions, puisqu'on a des dispositifs de prévention qu'on doit développer, et puis bien sûr sur les sujets de prise en charge du risque consécutif, puisque nous sommes en charge aussi de l'assurance du risque professionnel. Le deuxième élément, c'est qu'on voit bien qu'il y a l'émergence d'une structuration, qu'il faut renforcer cette structuration, et qu'on a un vrai sujet, ça a été dit à plusieurs reprises, notamment par les étudiants, c'est faire savoir où on peut s'adresser
où sont les ressources disponibles, et plus ces ressources seront mobilisées, plus elles se développeront aussi comme une priorité. Et la troisième chose, la dernière sur laquelle je voulais rester, c'était que après avoir écouté toutes ces initiatives, ces témoignages, je voudrais dire que le système de santé, vous savez, on dit beaucoup, il a toujours été curatif et il faut le développer sur le volet préventif. En fait, il y a dans cette démarche-là un sous-élément qui est développer autre chose que de la compétence scientifique et technique. On a beaucoup, j'ai fait mes études de médecine à Paris, à la PHP, beaucoup développé le technique, le scientifique, ce qui était valorisé quand moi j'ai fait mes études, et je crains que ce soit encore un peu le cas, c'est la compétence technique, les spécialités interventionnelles, les modifications, et c'est une réalité d'état de santé de la population extrêmement importante. Aujourd'hui, notre système de santé, sans dire qu'on n'a plus besoin de ça, évidemment, il faut que ce soit un acquis et que ça continue à se développer. On a aujourd'hui un système de santé qui est confronté au temps long, à la maladie chronique, à des personnes qui vont vivre avec des petits mots ou des gros mots, mais des mots qui sont durables. Et donc, il faut modifier la manière d'aborder les choses. Et je trouve que ce qui est beaucoup ressorti de la table ronde aujourd'hui, c'est la compétence relationnelle. Finalement, l'humanitude, c'est la compétence relationnelle, professionnelle, soignant-soigné. On a évoqué, peut-être pas encore assez, les aidants. Comment on fait entrer dans cette équipe de soins l'aidant? Aujourd'hui, on porte beaucoup que le patient fait partie de l'équipe de soins. On a parlé de patient centré, on a parlé de human-centered, on a parlé du fait d'engager les professionnels. Il faut aussi engager les patients, écouter ce qu'ils sont capables de faire, quelles sont leurs attentes, leurs besoins. Ça, je trouvais ça très intéressant de se dire, finalement, ne voyons pas au plus court, au plus rapide pour nous, mais peut-être que ça va nous aider d'aller chercher une compétence, une capacité chez le patient. Et c'est évidemment beaucoup plus vrai aujourd'hui avec le développement des maladies chroniques qui représentent, je rappelle, 1/3 de notre population, et ça augmente, et 2/3 des dépenses de l'assurance maladie. Je fais cette référence-là parce qu'elle me semble importante. Dans les compétences relationnelles, il y a les compétences d'équipe, il y a tous les travaux qui sont réalisés sur le travail en équipe, dont on sait qu'il améliore la qualité de vie au travail. J'ai passé quelques années à la Haute Autorité de Santé, et beaucoup travaillé sur cette thématique-là, et je pense que le travail qui est réalisé à la PHP sur les espaces dialogue-travail, il est fondé là-dessus, il est sur la construction d'un collectif, et le fait que, voilà, travailler en équipe, c'est s'entraider, c'est se comprendre, c'est s'écouter, c'est progresser ensemble, c'est trouver des solutions qui répondent à chacun. Et évidemment, dans ce cadre-là, il est absolument fondamental de développer des compétences managériales, de coopération. Le managérial me gêne toujours un peu parce il se place tout de suite au-dessus. Le principe, c'est vraiment de trouver de la coordination, l'histoire de les yeux à même hauteur, de casser la hiérarchie qui doit exister pour certaines choses, hein, évidemment. Il n'est pas question de dire qu'il n'y a plus de hiérarchie utile, mais de construire du relationnel qui puisse se faire d'égal à égal sur toutes ces compétences de sciences humaines et sociales qui sont quand même le maillon faible de la santé publique française et sur laquelle on peut vraiment capitaliser pour améliorer globalement le système. Voilà ce que je voulais dire, et évidemment on peut en échanger. Je vais me mettre là.